Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour ce troisième et hélas dernier rendez-vous pédagogique consacré à la bourse dans le cadre des lundis d'Investir Day, toujours en compagnie de Laurent Toutain de Total. Bonsoir Rémi, très content d'être de nouveau avec vous. Nous aussi, nous sommes contents. Et toujours sans masque pour plus de convivialité. Mais rassurez-vous, les distances de sécurité sont respectées et tous les gestes barrières ont été suivis. Alors, je vais vous parler de comment s'informer en bourse, comment évaluer les performances financières et vous montrer que finalement, la bourse est un peu un miroir du monde. En effet, elle est en prise directe avec l'économie mondiale et donc un miroir, même s'il est parfois assez, voire très déformant, de ce qui se passe autour de nous. La bourse réagit en fait aux événements de toutes sortes. Il suffit de regarder quelques exemples récents. La pandémie en Chine, puis son extension en Europe et dans le monde entier, qui a conduit à un confinement généralisé et au plongeon boursier de mars dernier, mais aussi le rebond rapide provoqué par l'extrême réactivité des banques centrales, la Fed américaine et la BCE européenne. Fort de l'expérience de 2008-2009 et de la crise des subprimes, ces banquiers centraux ont déversé des centaines de milliards sur les marchés financiers pour éviter une asphyxie de ces marchés et surtout du système bancaire qui alimente toute l'économie mondiale. On peut aussi prendre l'exemple des élections américaines, c'était au début du mois, qui ont donné un nouvel élan spectaculaire au marché. S'informer en bourse, en fait, c'est d'abord être curieux, lire les journaux, investir bien sûr, suivre les sites spécialisés, investir.fr bien sûr, écouter la radio, bref, être ouvert sur le monde. La bourse, c'est de la microéconomie des sociétés et de la macroéconomie, de grandes tendances générales. Et les deux, ayant des rythmes parfois différents, façonnent les cours de bourse que l'on constate. Alors après, à moins de ne s'intéresser qu'aux indices en investissant au travers des trackers, les trackers ce sont des produits qui répliquent l'évolution des grands indices mondiaux et qui se sont développés de façon spectaculaire d'ailleurs au cours des dernières années, eh bien, en dehors de cela, la bourse, ça reste quand même un choix de valeur pour constituer son portefeuille. On en a parlé la semaine dernière. Alors pour cela, il n'est pas nécessaire d'être un expert de la finance, mais il faut quand même connaître quelques éléments qui permettent de jauger les sociétés. C'est ce que j'appelle un peu la boîte à outils de l'investisseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils ? Eh bien, le premier de ces outils, le plus connu, c'est le PER, le Price Earning Ratio. En français, on appelle ça le ratio cours sur bénéfice. Il rapporte le cours de bourse, au bénéfice par action d'une année donnée. Il indique en fait combien, si l'on achetait la société, il faudrait d'années de profit pour rembourser cette acquisition. En théorie, plus ce ratio est faible, moins l'action est chère. Mais les choses ne sont pas aussi simples, parce que la bourse, elle achète l'avenir. Donc, ce qui l'intéresse, ce sont les bénéfices futurs et la croissance de ces bénéfices. Donc, elle a tendance à privilégier un PER élevé, mais avec une forte croissance des profits, plutôt qu'un petit PER et des profits qui stagnent, voire baissent. C'est pour cela qu'il faut compléter le PER par le PEG. Alors, le PEG, c'est quoi ? Le PEG, c'est le Price Earning Growth. En fait, il rapporte le PER au taux de croissance des bénéfices. Un petit exemple, vous allez tout comprendre. Une société qui a un PER de 10 avec une croissance des profits de 5% par an, elle a un PEG de 2. Alors qu'une société qui affiche un PER de 20, donc qui semble plus cher, mais avec une croissance très forte de ses profits de 20% par an, elle a un PEG de 1 seulement. On peut ensuite citer comme critère la valeur d'actifs, c'est-à-dire la valeur comptable de la société, ses fonds propres. Si les fonds propres par action sont supérieurs au cours de bourse, c'est a priori un indicateur de sous-valorisation, puisque cela signifie que la valeur boursière ne reflète pas du tout la capacité de la société à créer de la valeur. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a un autre critère qu'on aime bien, qui est bien connu, c'est le rendement. Il indique en fait comment la société rémunère ses actions et ses actionnaires. Je rappelle, il se calcule en divisant le dividende par le cours de bourse. En fait, c'est le même principe que le rendement d'une obligation ou d'un investissement immobilier. Enfin, la crise de 2008-2009 a mis en lumière un autre critère et qui prend une importance croissante parmi les analystes financiers. C'est la génération de trésorerie, la capacité de la société à créer du cash, ce qui assure sa survie quand les conditions deviennent tendues, comme cela a été le cas en 2008 ou encore au printemps dernier. Donc, la génération de trésorerie, c'est un peu le gage de l'indépendance de la société. Enfin, il y a des critères qui sont beaucoup développés ces dernières années. Ce ne sont pas des critères purement financiers, c'est ce qu'on appelle les critères extra-financiers. On les résume souvent par des sigles. Il y a le sigle ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Et il y a le sigle ESG, environnement, social, gouvernance. Et de plus en plus de gérants d'actifs accordent une large place à ces critères.
Et cela touche depuis quelques années aussi les actionnaires individuels qui sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là. Donc, choisir ses actions, c'est un peu mélanger ces différents critères en fonction de ses préférences, de ses objectifs. Ça n'est pas toujours facile, mais je vous assure, c'est passionnant. Alors Laurent, il vous passe la parole. Vous voulez mettre l'accent sur 2 critères qui concernent particulièrement Total. C'est la génération de trésorerie et c'est l'ESG. Oui. Alors, sur la génération de trésorerie, vous avez raison. C'est un critère qui est un peu terre à terre, peut-être, mais c'est un critère qui est le nerf de la guerre dans une entreprise. Vous l'avez rappelé, et c'est vrai qu'il est très scruté par les analystes financiers. Quand les résultats d'une société peuvent être influencés par des éléments exceptionnels comme des dépréciations comptables d'actifs ou des éléments comme ceci, le flux de trésorerie, lui, il est concret. C'est sonnant, c'est trébuchant, ça permet de faire fonctionner l'entreprise au quotidien, ça permet de payer ses salariés, payer ses fournisseurs, investir dans ses projets, payer tout simplement payer sa dette, rembourser sa dette ou payer son dividende. Alors, dans un groupe comme le nôtre, comme Total, qui est un groupe qui est très capitalistique, c'est-à-dire qu'on investit à peu près par an, et en tout cas en 2020, on investira aux alentours de 13 milliards de dollars, donc vous voyez, c'est une somme importante. Évidemment, la capacité que le groupe a à générer de la trésorerie, justement pour financer notamment ses investissements, eh bien, c'est un des critères qui, aujourd'hui, en tout cas dans notre univers, est celui qui est le plus suivi, ou un des plus suivis par les analystes financiers, parce qu'il leur permet de juger de la capacité de l'entreprise, eh bien, tout simplement, à mener à bien sa stratégie et à atteindre ses objectifs. Et du côté de l'ESG, dans l'ESG, il y a le E pour environnement. Ça ne doit pas être évident pour un groupe pétrolier. Si, c'est très facile en fait. C'est très facile parce que Total fait face aux défis climatiques comme l'ensemble des citoyens, évidemment, que nous sommes. Et pour nous, c'est un critère extra-financier qui est important. Et on en a fixé un certain nombre autour, notamment, de notre ambition d'atteindre la neutralité carbone. J'ai pu en parler dans les précédentes émissions. Donc, notre ambition d'atteindre la neutralité carbone avec la société à horizon 2050. Donc, eh bien, tout simplement, on est parti du principe que lorsqu'une région du monde s'engage sur le chemin de la neutralité carbone, Total sera au rendez-vous et accompagnera cette transition énergétique. Donc c'est le cas en Europe, on le sait, l'Europe est plutôt pionnière sur ce sujet. Eh bien en Europe, on s'est fixé un objectif intermédiaire, donc, parce que 2050 c'est loin, donc on a fixé des objectifs concrets et intermédiaires à cette ambition, donc un objectif à horizon 2030 de baisser de 30%, donc en valeur absolue, ce qu'on appelle des émissions de scope 3. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est les émissions en fait liées à l'utilisation des produits énergétiques que nous vendons à nos clients et qui sont donc utilisés par nos clients. Et cette réduction de 30% à horizon 2030, elle se compare à 2015. 2015 n'est pas choisi par hasard. 2015, c'est l'année des accords de Paris. Donc on part de cette base pour prendre ce critère. Donc, et ça, c'est possible, clairement, parce que Total se transforme et Total modifie son portefeuille de produits énergétiques, donc modifie son mix énergétique des produits qu'il propose à ses clients. Enfin, pour terminer, il y a une source d'information qu'il ne faut pas négliger, c'est la société elle-même. Alors même si les entreprises font un peu de communication financière, la présentation est tout de même très, très cadrée. Alors ce qu'on appelait le rapport annuel par le passé et qu'on appelle maintenant le document d'enregistrement universel, en fait une véritable mine de renseignements, je vous conseille de le lire. On y découvre énormément de choses sur les métiers d'une société, sur sa stratégie, sur ses concurrents. Mais il y a aussi d'autres documents, Laurent. Oui, tout à fait. Alors, bon, je vous invite à le lire. Ce n'est pas un livre de chevet. Chez Total, il ne fait pas loin de 500 pages. Donc, non, mais il ne faut pas tout lire. Voilà, il ne faut pas nécessairement tout lire. La première partie est intéressante. Exactement. Donc, au-delà des publications légales ou réglementaires, comme le document d'enregistrement universel, ou les rapports financiers, évidemment, que chaque société cotée se doit évidemment de mettre à disposition des marchés, Total, par sa présence internationale dans des pays aux environnements économiques et socio-culturels qui sont variés, qui sont quelquefois complexes, c'est doté, en plus de ces documents réglementaires, d'un corpus de règles de fonctionnement, comme une code de conduite, une charte éthique du lobbying, une politique fiscale. Et donc tous ces documents sont mis à disposition évidemment de l'ensemble de nos parties prenantes et des salariés, pour qu'ils soient appliqués évidemment partout dans le monde de la même manière par les salariés. Et c'est un moyen, évidemment, ils sont importants ces documents, parce que c'est le reflet dont la façon plus exactement, dont la société s'engage à interagir avec son environnement. Donc c'est un gage de transparence que nous mettons à disposition. Alors ces documents, vous l'avez dit, sont très riches, quelquefois un petit peu ardus. Vous avez évoqué les 500 pages du document d'enregistrement universel, mais je vous rappelle, les premières pages sont plus faciles à lire. Oui. Mais les sociétés qui ont un actionnariat individuel important ont développé des services dédiés à ces actionnaires avec des offres spécifiques, et c'est le cas de Total.
Oui, merci Rémi de le rappeler, parce qu'effectivement, chez Total, il existe un service dédié, dont j'ai le plaisir de m'occuper, et en fait, qui est dédié à nos 450 000 actionnaires individuels. Et le principe, c'est pas de questions sans réponse. Alors, ce principe, il est relativement simple. Lorsque les actionnaires souhaitent s'adresser à nous par courrier, par téléphone, via le site Internet, eh bien, dès qu'ils ont une question, nous tentons d'apporter en tout cas la réponse qu'ils réclament. Mais aussi, évidemment, on informe les actionnaires sur la stratégie, sur les perspectives du groupe, via différents supports, des publications papier, des webzines, des newsletters. Et puis évidemment, on va aussi à la rencontre de nos actionnaires, soit par des réunions d'actionnaires, qui ont lieu en physique quand on le peut, malheureusement, ou dans des salons. Quand on ne peut pas, voilà, on est ce soir avec vous dans les lundis d'investir. Et donc pour nous, c'est important. On attache une grande valeur donc, à la relation avec nos actionnaires individuels, qui forment un groupe qui est fidèle, qui est stable. Et c'est pourquoi on cherche à développer avec eux une relation durable qui est bâtie sur la confiance et sur le dialogue. Merci. Alors, en tout cas, ce sera la conclusion de cette présentation et plus globalement de cette série de 3 émissions diffusées dans le cadre des lundis d'Investir Day. Alors, je rappelle, elles avaient pour ambition de vous aider à mieux comprendre la bourse, son fonctionnement, la façon de constituer son portefeuille et de s'informer sur les marchés et sur les sociétés. J'espère que l'objectif a été au moins en partie atteint. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi et pour Laurent, j'espère, de vous retrouver pendant ces 3 semaines. Merci Rémi pour ce dialogue. Vous avez compris, on y accorde de l'importance. Merci.